Bonjour Gérard. Je vais commencer par te raconter une petite histoire. C'est un dessin que j'ai vu passer et ça représente une petite mamie toute mignonne dans son EHPAD et elle demande à la jeune soignante qui s'occupe d'elle, elle lui dit « Dites-moi d'après vous, qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Et la jeune soignante lui dit on vous met à la morgue, on désinfecte, on fait le ménage et après on loue tout de suite au suivant à 3 000 € par mois. Voilà. C'est ce qu'on appelle le marché de l'or gris. Et on va en parler ensemble. Les deux plus grosses entreprises sur le marché de l'or gris, c'est Korian et c'est Orpea, 3 milliards 500 millions chacun environ chaque année. Et je vais te rassurer, Gérard, pour 2019, Korian a fait un chiffre d'affaires de 3 milliards 700 millions, c'est-à-dire supérieur à l'année précédente. Et c'est ça le plus important, malgré la crise, les actionnaires seront gâtés cette année. Les dividendes sont en hausse de 10% et seront attribués lors de l'Assemblée générale du 28 mai prochain. Or, cette Korian, entre autres, ça fait partie de ce dont tu parles dans un papier que tu publies et que tu intitules « Le stock de vieux ». Alors, c'est très très choquant, sauf que c'est pas toi qui as dit ça, c'est un certain Macron Emmanuel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre ? Oui, parce que justement, il est choquant. Et tu as raison, Daniel, de parler de Korian et de ceux qui trafiquent l'or gris. Parce qu'au fond, en fait, il s'agit quand même de 600 000 personnes qui vivent aujourd'hui en France dans 7 200 EHPAD, dont seulement 43% sont publics. C'est-à-dire que 57% nourrissent les actionnaires en même temps que les personnes âgées qui y sont. Et c'est un grand domaine de salariés puisqu'il y a 400 000 personnes qui y travaillent. Donc c'est à la fois un marché et à la fois une question sociale tout à fait énorme, considérable. J'ai vu passer le dessin dont tu parlais. Je l'ai même reproduit moi par Twitter et j'ai vu qu'il avait été repris après moi 200 000 fois sur mon propre compte. Donc je suis sûr que ce dessin préoccupe des centaines de milliers, sinon des millions de gens comme les EHPAD aujourd'hui. Tu sais que même Éric Ciotti, que je ne porte pas dans mon cœur, a dit, parce que lui, il est du côté de Nice et il y a beaucoup de personnes âgées, et ils ont vu arriver les premiers spectaculaires victimes à l'EHPAD local de Korian qu'ils avaient. Et il a dit, on tue nos vieux. Et en vérité, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une circulaire, j'ai fini par la retrouver, qui date du 27 mars, et cette circulaire dit tranquillement qu'il faut pas que les EHPAD s'adressent aux hôpitaux, parce que sinon ça engorgerait les standards de ces hôpitaux, alors qu'il n'est pas question de transférer ceux qui habitent dans les EHPAD pour les soigner. Parce qu'en fait, ils sont dans cette situation où peu d'entre eux pourraient survivre, donc ce serait des dépenses pour rien, ça occuperait des lits pour rien, donc en vérité, il faut pour eux les maintenir. Or, il y a 95% des EHPAD qui n'ont même pas d'oxygène et 95% où on ne peut pas faire une intraveineuse. Donc, en vérité, ce sont des établissements pour les soins importants, ils sont inexistants. Donc, en vérité, ça consiste à laisser mourir les gens et c'est pour ça qu'est arrivé ce fameux médicament dont j'ai appris le nom, qui s'appelle Rétrovil, qui permet, celle qui parle à la télévision, Karine Lacombe, elle a dit que c'était une façon, en fait, d'avoir une mort plus douce. Parce que sinon, si on cherchait à réanimer les personnes âgées, eh bien, ça serait inconfortable pour elles. Donc, le choix a bel et bien été fait de les laisser mourir dans les EHPAD. Et c'est pour ça qu'on a, pour l'instant, chiffre officiel, 6 500 à 7 000 morts, rien que dans les EHPAD. Ouais. Mais tu sais, on a parlé ensemble là hier, et je me suis souvenu d'une nouvelle de Dino Buzzati, dans le cas
où il est question de la chasse aux vieux. Et ça doit dater des années 60. Tout de suite, tu m'as dit, mais attends, je l'ai sous la main, tu me l'as envoyé, je l'ai relu, et ça m'a fait comprendre, si toutefois j'avais oublié, que l'histoire de la ségrégation contre les vieux, c'est-à-dire du jeunisme, dans nos sociétés occidentales, consuméristes, etc., ça date pas d'hier. Mais la façon dont cette crise est traitée par l'actuel pouvoir a accentué encore cette discrimination, en fait véritablement une ségrégation. Certains parlent, ça y est, de racisme générationnel. Moi, je parle de gérontophobie. Alors, on est gêné parce qu'on dit, bon, d'accord, on est vieux, voilà, il faut pas faire les malins, et on défend notre chapelle, etc. Mais ça doit pas nous arrêter du tout, parce que la jeunesse, c'est quand même de la vieillesse en préparation. Et je pense qu'il y a vraiment, au-delà du traitement que Macron et sa bande peuvent faire de cette question-là, la manière la plus que tu vas préciser, mais c'est un problème très très profond, très très ancien dans nos sociétés consuméristes et actuelles. C'est pas le cas dans beaucoup de sociétés dans le monde. Hein. Je connais l'Afrique, etc. C'est complètement différent le rapport avec les personnes âgées. Oui, moi je me souviens quand j'étais jeune, on parlait des croulants. Ouais, c'est ça. Ceux qui donc ne tiennent plus debout, qui sont écroulés et dont en fait on peut se passer. C'est quelque chose qui est réapparu, là je l'ai vu par Internet aux États-Unis. Il y a toute une série de discours qui ont été tenus. Là, il y a un gouverneur du Texas qui a dit sur Fox News que les grands-parents dont lui-même seraient heureux de sacrifier leur vie pour préserver le bien-être financier de leurs enfants et petits-enfants. Et évidemment, l'idée générale, c'est que, les vieux coûtent cher à la société, 2, ils sont pas productifs. Alors pourquoi coulerait-on toute l'économie pour sauver 2,5% de la population qui, en règle générale, n'apporte pas autant que ce qu'il coûte? Et donc ce discours-là peut parfaitement, il existe aux États-Unis, et tous ceux qui veulent préférer l'économie et la production à la protection sanitaire et à la santé vont tenir peu ou prou, de façon plus ou moins polie, ce langage. Et on a une grande guerre, je ne sais pas comment le dire, qui est planétaire entre les exigences qu'on connaît bien tous du capitalisme, qui est de produire le maximum de profit, et puis les exigences de millions de gens aujourd'hui, dont la moitié de la population confinée, qui sont de vouloir survivre en bonne santé. C'est une espèce de conflit, ça recoupe les classes sociales en combat, et en même temps, ça recoupe 2 mondes possibles. Celui de la barbarie, et puis celui du socialisme. Parce que finalement, la défense en matière de santé, qui est criée partout, et donc qui aussi vise les vieux, et qui vise à prolonger nos vies, qui ne sont pas inutiles, même tard. Cette aspiration à la défense de santé, c'est une aspiration socialiste finalement. C'est pour que les économies soient au service des jeunes, des moyens et des vieux, et nous permettent de vivre longtemps et décemment. Et finalement, ça heurte tous les Trump ou Johnson qui, eux, disent « attends, on va pas dépenser tout ça pour si peu », et qui, eux, disent « on peut pas ne pas continuer, ne pas reprendre le boulot, il faut que ça trime, parce que sinon nos économies vont mourir ». Et tous les jours à la télévision, moi, je remarque que derrière les paroles qui sont dites, il y a cette question-là. De temps en temps, on a un toubib qui vient, puis qui dit « ah bah quand même, faut faire attention le 11 mai », puis il y en a un autre derrière qui dit « ah mais on ne peut pas ne pas reprendre, parce que sinon on n'aura plus rien dans nos frigos ». Et donc la bagarre entre ces 2 idées, sauver les vies et sauver les vieux, ou laisser mourir les vieux et perdre des vies, cette bagarre entre les 2 idées, elle est mondiale. J'ai même vu un journaliste français, là, pour pas le citer, c'est Jean Quatremer, qui a dit que bon, comment se faisait-il que le capitalisme pouvait se mettre en panne à ce point-là pour 200 ou 300 000 morts alors qu'il y avait 6,5 milliards d'humains? Lui, il a posé la question crûment à l'américaine. Et puis, Dominique Seux, tous les matins sur France Inter, ne fait pas différemment. Lui, il dit les libéraux, vous voyez bien qu'on n'est pas si libéral que ça, puisqu'on a arrêté le boulot. C'est vrai, le libéralisme est en panne. Et il faut faire les choix de vie ou les choix de libéralisme.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, cela dit, au point de vue des retraites, c'est intéressant, tous ces vieux qui calanchent, parce que c'est des retraites qu'on n'aura pas à payer. Ah bah ça, alors là, tu le dis à 1000%, il a dû calculer, Macron, lui, qui n'a qu'une comptabilité dans la tête à la place de l'humanité. C'est que finalement, il suspend sa réforme aux retraites. Alors, j'ai pas plaisanté là-dessus, c'est trop triste, mais en fait, pourquoi voulait-il une retraite par points? Bon, évidemment, tout le monde a compris que c'était pour les baisser, c'est-à-dire qu'il y aurait 14% du produit intérieur brut comme règle d'or pour le siècle à venir, et que Ouais. si les retraités passaient de 14 millions comme aujourd'hui à 17 millions demain, eh ben, il faudrait que ça se tasse. Alors, je fais remarquer que si on prend le volume des retraites en pourcentage du PIB, comme le PIB va baisser, ils le disent, de 8% cette année, alors les retraites, si on était déjà un système par points, elles se contracteraient aujourd'hui. Notre système actuel est plus protecteur que de l'indexer sur le volume du PIB en croyant qu'il va augmenter tout le temps, Oui, et surtout quand il perd, les retraites perdraient. Bon, la deuxième chose, oui. c'est que les retraités même, ils voulaient baisser le niveau par la hausse, il l'a fait par la hausse de la CSG, par la désindexation des prix, et puis évidemment la retraite par points. Puis finalement, il a suspendu cette casse des retraites parce que finalement, c'est le stock de vieux qui va baisser. Et le Ouais. stock de vieux, s'il baisse de plusieurs dizaines de milliers, ça va arranger le solde des retraites. Et il doit calculer assez, comment dirais-je, simplement là-dessus. Hein, c'était assez facile de penser que du coup, il y aura moins de dépenses pour les retraites si on a une surmortalité qui se produit. Moi-même, Ouais. j'argumentais à l'époque il y a même encore 2 mois, pour dire qu'il fallait envisager les retraites d'après le taux des cotisations. Moi, je disais, il faut garantir la prestation à 60 ans, à taux plein, indexé sur les prix et les salaires pour tout le monde. Et je disais, si en 2060, il y a une pandémie, je me rappelle, j'ai dit ça dans au moins des centaines de meetings, on ajustera les cotisations de 2059, on les aura augmentées pour faire face à 2060, on les rebaissera en 2061. Mais mon raisonnement, lui, il était basé sur le thème qu'on gardait, quoi qu'il arrive, la prestation, c'est-à-dire la retraite à 60 ans. Tandis que lui, ce qu'il veut, c'est qu'en même temps que les vieux meurent, que ça coûte moins cher à la société, il faut quand même baisser la prestation, c'est-à-dire quand même baisser les retraites. Et là, c'est assez stupéfiant de voir ça. Ils suspendent la réforme des retraites maintenant, comme si en fait la baisse du stock de vieux leur donnait du temps pour la faire. Et j'ajoute qu'en plus, la question qui se pose plutôt, c'est de nationaliser les EHPAD. Moi, Oui, je c'est suis ça. pas pour qu'on garde les EHPAD entre les mains des privés. Il y a que 43% de public, ça devrait être 100%. Et pour que ça Oui. soit ça, il faut qu'il y ait une branche de la sécurité sociale pour la dépendance. Une cinquième ou une sixième branche, mais une branche qui permette d'avoir des cotisations préaffectées pour l'âge de la dépendance et puis pour les EHPAD de façon à ce qu'on y puisse vivre dignement dans un bonheur relatif jusqu'à nos derniers jours et que ce ne soit plus les mouroirs que c'est aujourd'hui pour nourrir des actionnaires. Oui, oui, Il parle de oui. nationalisation, moi je le dis, là c'est une expropriation. Hein. Si on exproprie les actionnaires des EHPAD, on compensera ça par des applaudissements publics tous les soirs à 20h. Oui. Tu veux dire que, toi, ta piste, qui est très simple, c'est que sur nos fiches de paye, à l'avenir, il y aura une ligne pour la dépendance. Absolument, absolument. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas une idée que j'ai tout seul, moi. Je la défends depuis plus de 2 décennies au moins. Mais c'est une idée qui a été partagée, même dans le programme du PS qu'ils n'avaient pas appliqué, ça y était quelque part. Une garantie pour la dépendance et une branche dépendance de la sécurité sociale. Évidemment, il fallait pas compter sur Hollande qui nous a trahis pour le faire, mais cette idée-là, je le dis, est quand même assez répandue et il faudra en faire une idée force majeure aujourd'hui. Ouais. Écoute, les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même Mm. riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri? T'as reconnu, bien sûr. Ouais. Et cette chanson-là, elle peut pas être entendue par Macron. Hein. Brel, ça doit pas Ouais. l'émouvoir, ça doit pas être assez comptable. Macron, il avait un pognon de dingue.
mais il n'a pas voulu de seringue. Il avait des lacrymos, mais il n'a pas préparé les hostos. Il avait des boucliers, mais pas de masque. Aujourd'hui, il veut pister et pas tester. Il paye toujours plus cher ses flics que ses soignants. Il a proposé une prime pour les soignants qui est indigne. Si les gens avaient un salaire, ça serait mieux qu'une prime éphémère. Là, franchement, c'est les derniers de corvée qui font marcher le pays. Et il leur dit, ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et il les rémunère pas. Il les rémunère pas. C'est un mal profond et qui vient de loin, hein, cette histoire de ségrégation vis-à-vis des... Et que tout le monde découvre, je crois, en ce moment très très profondément, soit parce qu'on a des parents âgés, soit parce qu'on sera âgé un jour, soit parce qu'on l'est. Et c'est donc ça touche absolument tout le monde. Et là, on peut vraiment mesurer l'ampleur du désastre, accru encore, accentué encore, violemment accentué par cette nullitude qui est au pouvoir, mais qui n'est pas... Bon, voilà, c'est quand même le fondé de pouvoir d'une oligarchie et ce que nous avons à combattre, bien sûr, c'est Macron, mais ce qu'on a vraiment à combattre, il faut dire les choses clairement aujourd'hui, carrément, c'est quand même le capitalisme qui l'incarne. Il faut quand même pas tourner autour du pot indéfiniment. Le capitalisme, c'est la barbarie. C'est pas normal qu'on traite les gens entre 70 et 90 ans comme si aujourd'hui c'était des pions et du bétail auquel on dit, écoutez, vous aurez du rétroville et puis terminé, on va pas essayer de vous sauver. Parce que quand on sauve un vieux un peu plus longtemps, on sauve aussi, ça c'est un proverbe africain qu'on connaît tous, une bibliothèque, on sauve pas seulement du souvenir, mais de l'action et des idées en action. Oui. Mais surtout, on massacre et on se prive de ressources humaines, on parle ressources environnementales, c'est très important, c'est capital, mais enfin la ressource humaine, c'est quand même important. Et avec les anciens, les personnes âgées, il y a des formidables connaissances, des choses qui peuvent se transmettre et qui se transmettent pas, qui se transmettent mal. Moi, je conseille, je l'ai fait avec des personnes âgées autour de moi, de faire un truc très très simple, hein, c'est de prendre un magnétophone, ça coûte pas très cher aujourd'hui, de prendre un petit logiciel qu'on peut mettre sur un ordinateur, c'est assez simple, et puis d'enregistrer, d'écouter, de discuter, de parler avec les anciens, de leur faire raconter leur histoire. Et si on n'a pas de magnéto, on peut prendre un cahier et un crayon. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. On va découvrir des choses qu'on ignorait. Et les personnes interrogées vont se dire mais c'est vrai, j'ai vécu ça, j'avais oublié. Et il y a tout un lien à refaire là, que ces mœurs que nous avons, qu'on s'est imposées, qui nous ont été imposées, ont complètement bousillé. Mais je crois que c'est assez violent là. Je sais pas si tu as vu, il y a un petit mouvement qui s'est mis en place qui s'appelle le manifeste des 121. Je sais pas s'ils t'ont contacté. Non. Les 121 vieux contre Macron. Ça me rajeunit. Ok, Gérard. Merci. Bonne chance. Je t'en prie. À bientôt et salut. Salut. Bonne chance aussi. À bientôt. Ciao.